Notre rôle, c'est de faciliter les échanges entre les uns et les autres. Et donc, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui dans ce cadre-là. Donc, le cadre du webinaire, c'est le dispositif réponse. C'est clair, hein, c'est apporter des réponses concrètes aux préoccupations des habitants du territoire de l'étang de Berre sur la pollution de l'air ou sur les gaz à effet de serre. Et donc, on fait ces webinaires pour discuter d'une action précise avec justement un acteur, aujourd'hui donc le Grand Port de Marseille, dans le cadre d'un rendez-vous mensuel et virtuel, donc un webinaire. Donc aujourd'hui, on rassemble aussi bien des acteurs que des citoyens. On a un certain nombre de citoyens parmi nous. Bienvenue à vous. Oui, et donc, oui, les sujets de ces séminaires tournent en fonction des différents acteurs. On a des actions qui sont mises en lumière des uns et des autres, que ce soit associations, collectivités, États, industriels ou salariés. Donc, je suis accompagnée de Lorraine. Bonjour. Qui du coup, si jamais vous avez un problème technique, est là pour vous aider et qui apportera des éléments aussi dans le chat. Donc aujourd'hui, nous revenons sur une attente exprimée par les citoyens quand nous sommes allés à leur rencontre. En fait, on va donc dans des micro-trottoirs, dans des événements pour recueillir les préoccupations des citoyens sur la pollution de l'air et les acteurs apportent une réponse. Et aujourd'hui, l'attente qui était exprimée par les citoyens, c'était: peut-on privilégier le transport ferroviaire et fluvial pour les marchandises? Une autre façon de poser la question et qu'on a eu également, c'était: peut-on réduire le trafic routier? Donc aujourd'hui, ça va être 20 minutes de présentation par Madame Margaille, que je salue, et 30 minutes de questions-réponses. La séance est enregistrée, donc ce sera disponible sur notre chaîne YouTube. Si vous ne le souhaitez pas apparaître, n'hésitez pas à couper la caméra. Et les questions, vous les mettez dans le chat, c'est-à-dire dans la conversation, ou alors en fin de présentation de Madame Margaille, vous levez la main et je les prendrai dans l'ordre indiqué. N'hésitez pas à couper votre micro pour ne pas interférer dans la présentation de Madame Margaille. Et donc, je vais lui laisser la place maintenant. Et je vous en prie, partagez vos slides. Fabienne, tu partages ou tu veux que je le fasse? Vas-y, fais-le. Je pense que ça sera plus simple. Je te remercie. Bonjour. Peut-être tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir mis ce sujet à l'ordre du jour de ce café réponse. Peut-être en propos liminaire, donc remercier aussi tous les participants à cette séance. Votre nombre montre l'importance du sujet et va bien dans l'esprit que c'est un travail très collectif, un travail de chaîne d'acteurs et de mise de coopération et de cohérence entre différents types d'interventions qui fait que ces chaînes logistiques peuvent être efficaces. Peut-être on peut lancer la réunion, lancer la présentation. Donc je dirais aussi peut-être en introduction, avant d'ouvrir sur des diapos un peu générales sur le port, que pour nous, le sujet du ferroviaire et du fluvial est un sujet extrêmement important. Donc c'est le côté terre, bien sûr, du port, mais les chaînes sont des chaînes mer-terre. Et pour nous, les modes massifiés sont vraiment une façon de parvenir à concilier développement et exigences environnementales. Et donc d'œuvrer de façon durable à, à l'activité des acteurs économiques sur notre territoire. Donc, peut-être pour commencer, cette diapositive qui présente la situation du port, déjà qui insiste sur le fait que le port de Marseille-Fos, c'est bien un port de bassin, des bassins Est et les bassins Ouest. Bassin Est en ville, bassin Ouest dans une zone plus naturelle, à proximité de la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Donc, ce sont 10 400 hectares, 10 000 côté bassin Ouest, 400 côté Marseille. Qui constitue
à la fois un port de proximité en Méditerranée et un port de commerce global au niveau mondial, multifilière, et qui concilie à côté des activités de flux maritimes, des activités logistiques industrielles directement sur son territoire. Et là, je parle en particulier de la zone de Fos. Et donc, peut-être avant de finir sur cette partition en deux bassins, ce que l'on dit souvent, c'est que Marseille, c'est la Méditerranée, ça peut être des activités de niche, c'est des activités aussi particulières comme la réparation navale, les passagers, que ça soit le passager régulier ou le passager de croisière. Et Fos, c'est vraiment le monde. C'est l'activité maritime intercontinentale et ce sont des acteurs de rang mondial qui sont implantés sur les emprises. Donc, et peut-être, juste pour revenir sur la diapo, enfin, même si cela enfin, n'apparaît que partiellement, on voit bien aussi que le port est à la croisée de réseaux. Donc, assez classiquement, sur la carte est représenté le réseau routier, mais la zone de Fos est bien sûr au débouché du Rhône. Tant la zone de Fos que la zone de Marseille sont desservies par le réseau ferré national et les deux, quelque part, branches partant vers nos deux bassins se rejoignent notamment à Miramas, grand port, enfin grand point logistique sur lequel des investissements, notamment de l'État importants, sont portés pour comment dire, pérenniser et sanctuariser cette plateforme essentielle. Voilà, peut-être diapo suivante. Donc, sur cette diapositive, ce que nous représentons classiquement, c'est vraiment le rayonnement du port du point de vue de son activité maritime. Donc, 500 ports reliés dans le monde, dans 160 pays. Et en termes de volume, ce sont cette année, donc cela a été présenté récemment, 74 millions de tonnes en progression par rapport à l'année précédente de 5%. Donc c'est à la fois une progression raisonnable, mais dans un contexte, disons, chahuté et incertain, qui montre la résilience de tous les opérateurs qui œuvrent autour du port de Marseille-Fos. Peut-être juste quelques mots sur les filières. Donc le conteneur a été stable et toutes les filières d'activité ont été en croissance. Le vrac liquide, le vrac solide, le roulier, l'automobile. Donc c'est et donc enfin, le passager aussi, même là si nous sommes peut-être plutôt voyageurs, nous sommes plutôt marchandises. Donc c'est une situation qui est positive, portée par de forts investissements, puisque l'année passée, pour juste faire le bilan, là aussi il y a eu une augmentation d'investissement, 100 millions d'euros en un an, plus de 6% par rapport à l'année précédente, et donc des fortes perspectives sur les années qui viennent, et notamment dans le cadre du projet stratégique. Voilà. Donc ça, c'était pour vous donner un cadrage général pour se rapprocher du report modal. Ce que je dirais pour commencer, c'est que les investissements que réalise le port sur son périmètre, donc que ça soit en termes d'aménagement ou d'infrastructure, vise à mettre en place des infrastructures performantes au service des développements portuaires en travaillant dans une vision systémique des besoins et des aménagements à l'échelle du territoire. Donc la notion d'aménagement est déjà apparue très fortement dans mon propos, parce que le port a un rôle majeur qui est celui d'aménageur. Donc les 10 400 hectares qu'il possède, donc il a pour mission de les aménager, c'est-à-dire à la fois construire des infrastructures, mais aussi organiser l'accueil d'activités industrielles, logisticiens qui viendront s'y implanter. Donc c'est un rôle clé du port. Donc les aménagements effectivement sur lesquels il est à la manœuvre visent le développement des filières portuaires et industrielles et donc à l'heure actuelle sont développés dans un prisme de décarbonation et de transition écologique. Donc concernant la zone de Fos, le
travaille avec ses partenaires en vue d'assurer la meilleure concentration en fait, sur le pôle conteneur, à la fois des activités directement liées au transit sur les terminaux, mais aussi des fonctionnalités complémentaires à proximité immédiate, donc que ce soit les zones logistiques ou que ce soit les zones de services portuaires. Donc l'objectif pour nous dans cette concentration, c'est vraiment de limiter les flux et les émissions donc associées à la desserte des territoires proches de Marseille et aussi de l'hinterland du port. Lorsqu'on parle d'émissions, donc l'éco-calculateur qui a été mis en place par Ciroute fait état dans les estimations d'émissions de CO2 d'une réduction de 20% lorsqu'on passe par Fos par rapport au passage par les ports du nord de l'Europe sur le côté maritime. Donc effectivement, la route est plus courte et va jusqu'à 25% lorsqu'on combine transport maritime et terrestre. Donc bien sûr, après, il faut des cas d'usage plus précis, mais c'est vraiment l'expression chiffrée de la logique de la route la plus courte et d'une route courte qui peut, grâce au travail des équipes du port et de leurs partenaires, arriver à faire des chaînes mer-terre massifiées performantes. Donc cette concentration pour limiter les flux et les émissions, pour aussi limiter le mitage foncier et donc avoir des synergies possibles et des complémentarités et de permettre d'avoir des zones naturelles gérées en tant que telles. Faciliter donc les valeurs ajoutées, la création de valeur par cette activité logistique et donc pour ce qui nous concerne directement, atteindre les seuils critiques à partir desquels le ferroviaire et le fluvial deviennent globalement performants. Donc, pour préciser sur la diapo suivante les évolutions de ce secteur sur les années passées. Donc, les évolutions récentes sur FOSS, donc nous les avons sur cette diapositive, décomposées à la fois en état des lieux chiffrés et état des lieux de quelques projets principaux sur lesquels nous reviendrons après. Donc, état des lieux chiffrés, sur les 15 dernières années, la part modale du ferroviaire est passée de 5 à 17%. Donc, c'est-à-dire une croissance une croissance en volume de plus de 150 000 EVP. Et si l'on regarde que la zone de fosse, ça a été une multiplication par 5 du nombre de VP, équivalent 20 pieds, sur ces 15 dernières années. Pour soutenir, et si on regarde au niveau du port dans son ensemble, Marseille-Fos, la croissance sur ces 15 ans est de 155%. Mais donc Fos, c'est... Est-ce que vous pourriez préciser exactement ce que c'est qu'AEVP? EVP, c'est équivalent 20 pieds. Le conteneur, unité de transport intermodal, UTI, c'est le terme générique. Et ensuite, donc c'est en général, on dit qu'un conteneur, c'est 1,7 EVP, enfin à peu près. Puisqu'on peut avoir des conteneurs de 20 pieds, des conteneurs de 40 pieds, des conteneurs iCube, des conteneurs... Mais voilà. EVP, c'est l'unité classique d'expression des flux pour conteneuriser. Merci bien. Donc, ce que je voulais aussi indiquer, là, lorsqu'on est sur les parts modales, c'est que donc, la part modale du port est une bonne part modale, même si il faut œuvrer à développer les volumes et la part modale, et donc c'est ce à quoi on s'emploie et que je vais essayer de vous exposer clairement. Mais si l'on regarde quelques ports concurrents, notamment dans le bassin méditerranéen et à taille voisine. Donc, sachant que bien sûr les comparaisons sont toujours assez complexes puisqu'il faut avoir exactement le même périmètre, mais des chiffres qui nous remontent, on arrive en ferroviaire, par exemple à Barcelone, plutôt autour de 10%, à Valence plutôt autour de 7%. Donc Gênes a une part modale plus élevée puisque Gênes est autour de 15%. Mais ce sont des chiffres qui, donc si on parle donc des ports français, Aropa serait plutôt autour de 6%. Donc ne pas s'en satisfaire, mais aussi tout de même voir certains ports dont on parle aussi beaucoup, leur situation.
Euh, et en termes de, disons, d'offres de services, au-delà des offres, les offres d'infrastructure, ce que l'on peut pointer, c'est une densification certaine des services ferroviaires, en particulier sur l'axe Rhône-Saône, ces dernières années. Zone de Lyon, zone de Châlons, etc. Si l'on regarde donc sur la partie en haut à droite de la diapo, concernant le fluvial, donc la part modale du fluvial, elle est plus basse et elle est passée de 8 à 6% ces dernières années, mais tout de même avec une augmentation en volume. Donc, il ne faut pas s'en satisfaire, mais ça mérite d'être tout de même noté. Donc, 11% en plus sur ces 15 ans, et ce qui fait à peu près 6 000 EVP. Donc, il y a un plan d'action important, enfin, sur le fluvial avec les partenaires pour agir, euh, pour dynamiser ce trafic avec les opérateurs fluviaux en particulier. Euh, donc, si l'on parle des investissements, donc en lien avec notre métier d'aménageur investisseur et donc en action immédiate, donc au niveau du port, avait été aménagé en 2022 et fonctionnel donc sur toutes ces années une zone d'échange entre les terminaux à conteneurs pour garantir la fluidité et optimiser les escales fluviales. Donc, enfin, le but de cette zone d'échange, c'est de permettre au port d'être fiable au sens où les opérateurs fluviaux ont choisi de traiter que les barges soient traitées directement sur les quais maritimes en accostant sur les deux terminaux à conteneurs. Et donc, cet avantage qui est le fait d'éviter le brouettage a bien sûr un inconvénient qui est la coactivité sur les quais. Donc la zone d'échange permet, en cas de difficulté de traitement d'un bateau fluvial sur un quai maritime, de faire passer les boîtes par la terre et directement, puisque c'est entre les terminaux, sans passer par les réseaux de voirie extérieure et donc à la fois les charger davantage et se retrouver eux-mêmes dans de la congestion. Donc ça, c'est le court terme. Et la perspective, donc c'est le projet 3XL, avec une extension de quai de 450 mètres et une part belle qui sera faite au mode fluvial dans la première vie déjà de ce projet, donc à court moyen terme. Et ensuite, donc, différents dispositifs incitatifs pour dialoguer avec les autres acteurs. Et enfin, donc pour finir cette diapo, sur le ferroviaire, lorsqu'on parle donc là d'aménageurs, donc là euh, on évoquera à la fois l'accueil d'activités sur le territoire de la ZIP. Donc lorsqu'on parle de Distriport, de l'extension de Distriport, de la zone de service portuaire numéro 2, l'aménagement pour ce qui est du ferroviaire signifie la création de cours ferroviaires. Euh, et, euh, et donc, si l'on reste sur le réseau du port, donc tous les travaux qui ont été faits sur Gravelot que je détaille dans la diapo suivante. Et donc, ce que je veux dire, c'est que le rôle d'aménageur du port, pour ce qui concerne le ferroviaire, va s'exercer sur son propre réseau, parce que le port est depuis 2008 propriétaire et gestionnaire de 100 km de voies ferrées à Fos et à Marseille. Et donc, il est en charge de son maintien, de son développement et de son exploitation. Et donc, ces aménagements se feront sur le réseau ou se font en lien avec les terminaux qui sont eux-mêmes sur lesquels sont disposés des cours ferroviaires. Et enfin, comme vous voyez en bas, donc là, à un peu plus longue distance des terminaux, mais proche d'autres zones logistiques, le projet du port de terminal multimodal dans le secteur de Ventillon, donc qui est l'entrée de la zone industrielle au portuaire, à proximité disons, si on parle de zone logistique, ce sera de la zone de la Feuillane. Ah ben voilà, merci. Avec la souris, Géraldine, tu peux sûrement le faire apparaître. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Elle est sur Ventillon, là. Qui est en haut à droite, le petit aplat vert.
Vous voyez ou pas? Oups. Vous voyez pas? Si, on Je voit. voulais montrer quoi d'autre, Fabienne? Ventillon? Ensuite, mais pour ce qui est proche du pôle conteneur, une diapo suivante permettra d'être plus à proximité. Donc là, peut-être pour finir sur cette diapo, mais là, oui, la diapo d'après est très bien aussi puisque ça l'introduit. Notre cible de part modale, c'est de passer pour le ferroviaire, vous avez vu, on est passé de 5 à 17, c'est de passer à 25% à horizon 2040. Donc, ce sont des estimations qui ont été faites dans le cadre de la démarche OASIP, donc qui était copilotée avec l'État et les institutions, régions, métropoles, et aussi la CNR, et auquel toutes les parties prenantes avaient été associées. Donc l'objectif, c'est de passer à 25% de part modale ferroviaire à 2040 et 11% de part modale fluviale. Alors, peut-être d'emblée, vous pourrez dire pourquoi 11%, c'est beaucoup plus faible que les 25%. Ce qui est important tout de même de voir avec le fluvial, c'est que on est dans un bassin fermé. Donc, enfin, c'est un bassin à grand gabarit, 500 km remontant jusqu'à la zone de Dijon, donc Pagny. La carte de droite le matérialise. Et c'est un réseau dont l'Interland desservi, si on peut dire, est extrêmement concentré sur la région Aura. Tandis que le ferroviaire, de par la capillarité du réseau, donc, et le fait aussi que le port est inscrit sur deux corridors européens ferroviaires, un corridor est-ouest qui est le méditerranéen et un corridor nord-sud qui est le mer du Nord Rhin-Méditerranée, donc a des possibilités d'extension plus lointaines. Et donc aussi, d'emblée, on arrive enfin, à cette idée de faire jouer, autant que faire se peut au maximum, la complémentarité entre le fluvial, le ferroviaire et la route, chacun dans son domaine d'excellence. Peut-être ce qu'on peut dire pour rester sur ces cartes. Oui, merci. Ce qu'on peut dire en restant sur ces cartes, c'est pour ce qui concerne le ferroviaire, il y a à peu près, pour la desserte des terminaux et aussi de la zone industrielle, à peu près 6 millions de tonnes de trafic concernant le port et sa ZIP. Il y a une douzaine d'opérateurs ferroviaires qui desservent le port. Donc le réseau du port est un réseau avec les mêmes caractéristiques que le réseau national. Donc ce qui circule sur le réseau national peut circuler sur le réseau portuaire, bien sûr, après avoir vérifié et demandé les autorisations aux gestionnaires d'infrastructures de réseau portuaire. Pour ce qui concerne le trafic conteneur, c'est une vingtaine de destinations France-Europe qui sont concernées. Ce sont les points que vous avez sur la carte de gauche et les traits renvoyant aux dessertes conventionnelles, conventionnelles colis lourds. Donc, nous n'avons pas représenté les destinations parce que là, ce sont des trains propriétaires. Donc, c'est plutôt des régions. Peuvent être mutualisés, mais plutôt des trains propriétaires. Donc, les dessertes publiques sont les dessertes conteneurs, avec les points qui matérialisent les terminaux qui sont en relation avec le port de Marseille. Et au-delà de ça, il y a des trains de vrac liquide, de vrac solide, de conventionnels, et qui sont les autres destinations. Pour ce qui concerne le fluvial, pardon, là aussi, tous les produits peuvent être traités dans les barges qui desservent le port. Et ce qu'on pourra dire, c'est qu'il y a actuellement 9 bateaux sur le Rhône pour ce qui concerne le conteneur. Et donc des acteurs majeurs, tant sur le conteneur que sur le vrac. Donc 3 opérateurs, enfin qui sont une petite dizaine également. Ce qu'on va dire aussi, c'est que sur le Rhône, en termes de capacité, ce qui est dit régulièrement, c'est la possibilité de tripler, voire quadrupler le trafic sans investissement majeur pour ce qui concerne la capacité à circuler. Et peut-être ce qu'on dira aussi pour finir sur cette carte, c'est quelque part un peu la matérialisation, en rajoutant les acteurs d'infrastructures massifiés que sont SNCF Réseau, VNF et CNR, la carte des
partenaires, des acteurs membres et fondateurs de l'association de promotion Medlingport, qui était d'abord fluviale et qui maintenant est devenue Fairfleuve, donc association de promotion du massifier sur cet axe Méditerranée-Rhône-Saône. Et donc, sachant qu'à cette association aussi sont, comment dire, réunis aussi maintenant des acteurs privés et des institutions, mais les membres permanents, la cheville ouvrière, c'est vraiment les ports maritimes et fluviaux représentés et les gestionnaires d'infrastructures massifiées ferroviaires et fluviales. Merci. Donc, pour la diapo d'après. Donc, sur cette diapo, nous avons récapitulé les investissements réalisés et le programme d'action en cours, donc de différentes natures, qui exposent nos pistes principales de travail. Donc, sur le ferroviaire, donc, ont été repris les 4 grands items des travaux maintenant achevés sur les terminaux conteneurs de Gravelot. La liaison entre les faisceaux ferroviaires, donc des 2 terminaux, oui, qui sont représentés, enfin, que vous connaissez, que l'on appelle la virgule, les installations de Longrine pour que SIARD puisse installer ses portiques, SIARD qui a réceptionné son premier portique ferroviaire, donc qui permettra de contribuer à cette augmentation de capacité que nous visons au travers des travaux. La création sur le terminal d'Eurofoss d'un nouveau faisceau de 4 voies qui sera faite en 2 temps pour permettre d'atteindre des longueurs de 600 puis 750 mètres. Et enfin, l'accès ferroviaire direct qu'il y a maintenant à partir du nord, enfin du terminal SIARD, ce qui va permettre de démultiplier les accès aux terminaux conteneurs qui se faisaient jusqu'à présent exclusivement via le faisceau de Gravelot. Donc le faisceau de Gravelot sera toujours bien sûr un faisceau d'accès à SIARD et Eurofoss, un faisceau disons de désagrégation ou de recomposition de trains lorsque ils sont multi-clients. Mais il y aura aussi cette possibilité d'avoir des trains longs qui partent directement par cet accès direct créé entre le terminal SIARD et le réseau ferré portuaire. Madame Margane, est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est Longrine? Longrine, oui, pardon, ce sont les rails sur lesquels vont circuler les pieds de portiques ferroviaires. Voilà, c'est l'aménagement au sol permettant d'installer les portiques. Donc là, fin de ce semestre, cette phase de travaux ferroviaires sur Gravelot qui a été d'un montant de plus de 27 millions d'euros entre 2019 et 2024, à l'échelle notamment du dernier projet stratégique, donc, est mis en place. Concernant le fluvial, le projet d'avenir, au-delà donc de la zone d'échange que j'ai évoquée et qui reste fonctionnelle, bien sûr, c'est le projet 3XL. C'est un projet d'extension de quai au nord de SIARD et qui va permettre, avant une destination future de terminal conteneur, d'être utilisé en quai public fluvial et quai roulier. Et donc, ce qui va être important pour ce qui concerne notre focus massifié, c'est que ce quai public fluvial qui sera juste jointif au nord de SIARD aura un règlement d'exploitation favorable au fluvial. C'est ce qui est décidé dès à présent et en lien avec les cofinancements, notamment du monde fluvial pour ce projet. Et c'est très important puisque ça va dans le sens de cette fiabilité, de cette optimisation des escales fluviales à fosse que j'évoquais tout à l'heure, qui a été la raison d'être de la création de cette zone d'échange. Et donc, zone d'échange, je ne l'ai pas évoqué, mais c'est important puisque ça illustre bien cette notion de partenariat qui est indispensable pour faire avancer ces projets-là. Donc, ce sont 2 espaces délimités sur chacun des 2 terminaux, Eurofoss et SIARD.
donc, qui permettent de communiquer d'un terminal à l'autre. Donc, aménagement fait par les terminalistes, euh, organisation de la sûreté, sécurité des circulations de flux entre ces deux terminaux pour les raisons précises, justement, de garder la fiabilité. Donc, dans les règles ISPS faites avec les équipes de sûreté et sécurité du port en particulier, donc pour appliquer les règlements préfectoraux. Euh, Suivi de la marchandise fait intégré dans le programme CI5 de MGI et accord douanier obtenu parce que cette marchandise, donc pour bien comprendre, hein, la zone d'échange, c'est vraiment le principe de dire une barge aurait dû faire le multistop, donc chez un opérateur, chez un terminaliste, puis chez un autre pour déposer, prendre des boîtes. Un terminaliste ne peut pas la traiter. Donc, elle est traitée intégralement sur l'autre terminal, mais les boîtes qui devaient euh, partir sur un navire de mer ou arriver d'un navire de mer sur l'autre terminal, donc vont passer par la zone d'échange pour rejoindre le terminal maritime concerné. Donc, c'est un cheminement spécifique qu'il fallait reconnaître dans l'informatique portuaire et sur lequel il fallait que les douanes aient une visibilité totale. Donc, c'est vraiment tout ce concert de partenaires qui a permis de créer cette fiabilité qui maintenant est quasi totale. Euh, pour aller plus loin, donc les autres projets qui sont en cours ou engagés, donc nous travaillons très étroitement, donc d'un côté avec les terminaux, bien évidemment, et de l'autre avec SNCF Réseau pour identifier les aménagements qui, au-delà de ceux qu'on a déjà. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai juste vu la question. Les projets sont-ils financés? C'est ça? Je n'arrive pas à Oui, tout à apparaître fait. Je vous propose qu'on faire fasse les apparaître la questions à la conversation. fin. Finissez, Madame Margaille. Ah, d'accord, pardon. On va faire encore 2 minutes de présentation et puis après on passe à toutes les questions. D'accord, excusez-moi. Alors, donc, schéma directeur ferroviaire avec SNCF Réseau, en associant les acteurs classiques du CPER, État, région, métropole, pour anticiper les développements sur fosse et pouvoir, pour le coup, prévoir d'autres aménagements que ceux qui ont déjà été réalisés, que j'ai cités, et qui ont été, comment dire, collectivement approuvés suite à la concertation OASIP. Euh, Toujours sur le territoire du port, le projet de digitalisation des accès ferroviaires pour permettre d'optimiser le fonctionnement du système ferroviaire, c'est-à-dire que c'est un système dont sont généralement dotés les grands ports, donc c'est le cas Anvers, Rotterdam, des capteurs sur des portiques qui permettent de numériser et donc de rendre exhaustif le suivi de l'activité jusqu'à des horodatage, permettre aussi de voir les chargements les chargements des trains et jusqu'à des sujets très techniques comme des défauts de roues et de permettre de faire de la maintenance préventive. Donc ce projet est important, il se lancera, mais il n'y en est qu'au début, d'ici la fin de ce semestre. Autre action donc globale à l'échelle du port, donc qui est là de la connaissance réciproque et du partage de perspectives. Ce sont nos barges meet-up, nos rails meet-up, à peu près trimestriels, pardon, avec d'un côté les acteurs ferroviaires, de l'autre les acteurs fluviaux, donc c'est-à-dire les opérateurs, les gestionnaires d'infrastructures, les terminaux, que ce soit sur site ou à destination, et avec des séances particulières qui peuvent être faites avec les prescripteurs. Les armateurs, par exemple, et on a en projet de le faire avec les chargeurs. Et donc ça, c'était à l'échelle du port. Et à l'échelle de l'Interland, donc un projet qui est réalisé, qui a été mais qui pourra sûrement avoir des suites, qui est la numérisation de l'axe MERS à partir de CI5. C'est-à-dire que maintenant, donc il y a eu 3 lots, un lot continental, un lot vrac, un lot conteneur. Et pour ce qui concerne le conteneur, donc aujourd'hui, toutes les plateformes conteneurs de Ronson
peuvent être équipés de CI5 et ont eu les formations ad hoc, ainsi que les opérateurs massifiés. Donc l'idée de cette numérisation, c'est à la fois d'optimiser les opérations, mais aussi de sécuriser comment dire, le fonctionnement et de permettre l'application des outils. Donc je m'explique, anticiper les opérations, c'est lorsque un port de destination sait que un chargement avec tel conteneur est parti tel jour, telle heure, il peut anticiper les moyens à mettre à disposition pour le réceptionner sans perte de temps et donc que la chaîne soit la plus fluide possible. Donc ça, c'est l'anticipation logistique opérationnelle et la performance en la matière. Autre exemple, la marchandise sera entièrement tracée, enfin, ce qui est très important pour les douanes. Et le fait que le même outil soit utilisé sur les plateformes prenante et cédante permet aussi d'appliquer de façon simplifiée des procédures douanières au bénéfice des chargeurs. C'est-à-dire qu'une marchandise qui va d'une installation de stockage temporaire agréée par les douanes maritimes jusqu'à celle d'un port intérieur fera le trajet sous douane et pourra être dédouanée à destination, voire dans l'entrepôt du chargeur, ce qui permettra une suspension des droits et taxes et donc des gains de trésorerie pour les acteurs économiques et aussi une fluidité importante puisqu'il n'y a pas de ces temps d'arrêt pour procéder aux démarches administratives notamment à l'étape du port maritime. Donc Je vous celle-ci, propose qu'on accélère un petit peu pour avoir le temps des questions, oui s'il bien vous sûr. plaît. Merci. Une dernière chose sur cette diapo, donc parce que j'ai parlé de la promotion, donc mais par contre ce que peut-être euh, euh, toutes les personnes autour de cette table ne savent pas, c'est le port a des démarches directes dans sa zone de conquête, enfin d'influence naturelle ou de conquête. Et là, en l'occurrence, en Bourgogne et dans le Grand Est, c'est-à-dire qu'il a pris des participations dans le capital de plateformes multimodales. Donc typiquement, c'est dans la zone de Pagny en Bourgogne. Donc depuis 2010 à peu près, et 10 ans après, c'est lors du renouvellement des concessions des ports de Mulhouse-Rhin. Et l'objectif du port, ce faisant, c'est vraiment d'être au contact des acteurs économiques locaux, des prescripteurs, à la fois pour faire connaître l'offre maritime du port, les offres d'infrastructures, donc les présenter et être au contact direct du tissu économique pour essayer de saisir les besoins. Donc voilà, c'est une activité directe à vocation de drainer vers le massifié. Donc cette diapo vient illustrer les propos que j'ai tenus et vous voyez en vert les zones de projet sur lesquelles il y a des zones de projet d'aménagement et sur lesquelles il y a des projets fluviaux et ferroviaires. Donc 3XL tout en haut avec bien sûr son quai à terme conteneur et dès le début qui servira à accueillir du fluvial en tant que de besoin. Sur la ZSP2, donc complément de la ZSP1, une cour ferroviaire avec 2 voies pour faciliter la mise sur train des conteneurs vides, pour que les conteneurs vides, dans le cadre de toute la chaîne logistique, soient aussi sur des modes massifiés. Et donc, avec l'idée d'avoir des voies ferrées au plus proche des zones de stockage, ce qui est déjà le cas sur la ZSP1. Et donc là, ça sera structuré encore plus nettement sur la ZSP2. Et enfin, Distriport, extension de Distriport, avec réflexion dès le début pour que des marchandises puissent être mises sur les trains. Et donc, les évolutions de part modale que je citais précédemment, de passer à 17% et 11%, se traduisent par des volumes augmentés de 3% pour le fluvial, multiplié par 3 pardon, pour le fluvial et 2,5 pour le ferroviaire à cet horizon 2040. Je vais vous demander de conclure pour qu'on ait vraiment le temps Voilà. pour les questions, Et s'il vous plaît. donc, dernière diapo pour conclure. L'idée, c'était de montrer notre volonté de créer un pôle multimodal performant, donc avec ces 2 piliers ferroviaire et fluvial,
Donc sans exclure la route, parce que ce n'était pas l'objet de la présentation, mais il y a des réflexions aussi par rapport à pour décarboner et lorsque des flottes à l'électrique se développeront, voir comment pouvoir les accueillir intelligemment aussi. Mais là, pour ce qui est ferroviaire et fluvial, c'est moderniser les infrastructures pour faciliter l'accès et augmenter les capacités, fiabiliser les escales, que ce soit enfin, les dessertes ferroviaires et fluviales, accompagner le développement. Et donc, on fait ça disons, dans le cadre d'une chaîne d'acteurs. Enfin, j'ai essayé de l'illustrer chaque fois. Et en sachant que le choix des prescripteurs, des acteurs économiques, se fonde vraiment sur des critères de capacité, accessibilité, d'où ces sujets d'investissement que j'ai évoqués, rapidité, les sujets plutôt organisationnels, coût, qui est là l'apanage là forcément des acteurs économiques de la chaîne, mais disons notre mission, c'est de donner les meilleures conditions pour que, en lien avec les terminaux, en lien avec les réseaux hors du port, enfin les opérateurs puissent déployer les offres dans les meilleures conditions. Et on considère que la période est favorable à ces perspectives, puisque des politiques publiques incitatives, avec de nombreux outils comme les systèmes Remove, par exemple, etc., des opérateurs qui recherchent et sont tenus de proposer des offres décarbonées, et les chargeurs qui s'y intéressent de plus en plus. Vous savez sûrement, l'association des usagers de transport de fret, qui est l'association qui regroupe les chargeurs, a signé avec trois grands ports français, Marseille-Fos, Dunkerque et Arupa, une déclaration d'ambition pour justement favoriser le sujet de création de corridors verts, digitaliser pour sécuriser, fluidifier, etc., et favoriser une transition environnementale la plus nette. Donc vraiment, les chargeurs ont une confiance accrue vers ces modes et travaillent avec les fournisseurs d'offres pour être au mieux satisfait le plus possible. Voilà. Merci bien. Merci, Madame Margaille. Donc, on va passer maintenant aux questions. Alors, on a un peu moins de temps que prévu, mais donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, soit à lever la main, soit à le mettre dans le chat. Donc, il y avait une première question, simplement de chiffres, hein, qui est posée par Jacques Ponce, qui demandait, en fait, on parle de 17% de ferroviaire, 6% de fluvial, donc on imagine que les 77% restants, c'est bien de la route. C'est ça. On est d'accord, hein. C'est ça. Mais ça Alors, fait, enfin, même si ce sont des petits, des petits écarts, là, ça fait quelques années qu'on reste en dessous du seuil des 80. Mais ce qui est important, c'est tout de même de dire que il y a le sujet de la répartition modale, mais le sujet des volumes et le sujet oui, aussi de la croissance qui a été supérieure pour les modes massifiés par rapport à celle des trafics d'Interland. Parce que lorsqu'on parle de part modale, on ne compare pas à l'ensemble du trafic du port. On compare au trafic justement d'Interland, pas le trafic de transbordement. Et donc, la part des modes massifiés dans ce trafic d'Interland est supérieure enfin, la part des pods massifiés est supérieure à la croissance globale du trafic d'Interland. Ce qui a fait c'est qu'on est plutôt passé encourageant. Et donc, pour l'objectif de 25% de ferroviaire, faut-il des travaux SNCF extérieurs au port ou seulement des travaux internes au port? Les 27 millions? Non, l'objectif de 25% de ferroviaire. Ah, ce sont ça mobilisera Différents différents acteurs? maîtres d'ouvrage. Oui, d'accord. Donc, vous n'êtes pas seul à avoir les leviers pour arriver à obtenir cet objectif. Oui, oui, tout à fait. Et par exemple, enfin, ça a été mis, enfin, le partenariat a été consolidé dans l'OASIP, mais dans la ZIP de Fos, une grande partie de l'infrastructure ferroviaire relève de SNCF Réseau. Et donc, ce qui a été convenu, c'était que d'ici 2031, ce qu'on appelle les renouvellements voies ballast soient faits sur la partie de SNCF Réseau. Il a été fait déjà sur la partie du GPMM, ce qui va permettre d'augmenter la vitesse et donc de gagner en capacité. Et cet investissement est a priori intégré dans les programmations de SNCF Réseau. Très bien, très bien. Et une question du coup de Marc Bayard qui posait sur les facteurs limitants pour augmenter le fer et le fluvial.
Ben, enfin, dans les deux cas, il faut offrir de la capacité. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire là, comme je l'ai dit sur l'investissement. Euh, ensuite, il faut que, enfin, ensuite, c'est loin d'être exhaustif, mais l'offre doit être connue, parce qu'il peut y Ouais, avoir des offres enfin, je pense que ces travaux de capacité faits sur le port ne sont pas toujours connus et il peut y avoir des images anciennes qui perdurent. Notamment même la fluidité globale du port. Donc faire connaître ces réalisations, les faire connaître aussi aux opérateurs et faire connaître des offres de services aux clients potentiels. Euh, ensuite, ils ont enfin, arriver à trouver les bons argumentaires, notamment ces questions c'est pour ça que j'évoquais les 20% d'émissions de CO2 gagnées, etc. Essayer d'inciter dans les comparaisons que les prescripteurs font euh, de ne pas se limiter à un leg de transport sec. Parce que par exemple, si on parle du fluvial, il y a des avantages importants qui ne sont pas vus derrière certains inconvénients qui, eux, sont vus. Il faut 35 heures pour remonter jusqu'à Lyon, une trentaine pour redescendre. Mais en même temps, c'est un stock flottant gratuit qui est à la disposition enfin, du client final. ouais, ouais. L'exemple que je citais dans la numérisation, donc c'est cette offre douanière, si elle est connue, enfin elle existe, ce n'est pas nous bien sûr enfin, qui en sommes à l'origine, mais par contre nous œuvrons avec les douanes à la faire connaître et à mettre en place les outils pour qu'elle puisse être mise en œuvre dans les plateformes qui sont des plateformes de dessert du port. Donc typiquement, cette procédure transfert que je n'ai pas nommé, mais que j'évoquais entre des plateformes de l'axe Méditerranée-Ronson, donc va permettre, à partir du moment où les plateformes sont numérisées, où on peut faire de la comptabilité matière, où il y a un échange, enfin, tracé par la douane de ces informations, et où le chargeur est au courant et donc peut le demander, enfin, une simplification par la massification qui va être permise sans arrêt au niveau de fosses pour faire les procédures douanières et ce report dans l'interland de la trésorerie. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que pour lever certains écueils de la connaissance, on a par exemple publié un guide sur l'offre douanière de l'axe Maersk co-signé avec les douanes. Donc, où on met en D'accord. avant, parce que je cite cette procédure de transfert, mais bien sûr, il y en a d'autres. Oui, oui, d'accord. Et donc, on a voulu le Je voudrais mettre en vraiment avant. qu'on ait le Bon, temps ce sont de quelques prendre toutes exemples. les questions, s'il vous plaît. Donc, je vais vous demander de raccourcir un peu vos réponses pour qu'on ait le temps de prendre toutes les questions. C'est vraiment important pour nous. Je vais passer aussi la parole à ceux qui lèvent la main. Donc, Géraldine. Pardon, moi je vais prendre 10 secondes juste pour rebondir sur la réponse de Fabienne et redire quelque chose qu'elle a dit à plusieurs reprises, mais qui me semble essentiel dans le rôle du port et ce que peut faire le port en termes de report modal et de transfert des marchandises depuis les poids lourds vers les barges et les trains. Je voudrais juste répéter que la chaîne logistique ferroviaire, c'est beaucoup d'acteurs et que quand M. Ponce demandait si on travaillait avec SNCF Réseau, oui, on travaille avec SNCF Réseau, mais on travaille aussi avec les ports intérieurs, avec les terminalistes qui sont ici, avec les transitaires qui décident de comment les marchandises vont être transportées, avec les gestionnaires d'infrastructure, on l'a dit, avec les terminaux qui sont le long de l'axe Mers. Voilà, il y a vraiment un partenariat très complet et multiple. Et encore, je n'ai pas cité les collectivités avec lesquelles on travaille aussi. Voilà. D'accord. Donc, C'est ça, il y a différents moments de partenariat. On citait les partenariats de capital dans la plateforme intérieure, le partenariat Medlink pour faire de la promotion, l'OASIP qui est un grand moment justement de partage avec toutes les parties prenantes de perspectives, le schéma 2040 travaillé avec la SNCF pour identifier les perspectives et qui, pour arriver à chiffrer les circulations, a rencontré tous les opérateurs de la zone ainsi que les industriels qui projettent de s'y implanter. Voilà. D'accord. Oui. Il y avait un complément à la question de Marc Bayard qui portait sur le périmètre couvert par le routier. Vous parliez d'opérateurs privés, donc c'est un peu compliqué du coup peut-être, non, d'évaluer.
Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Le périmètre, c'est-à-dire? Marc, peut-être tu peux préciser? Ah, c'est-à-dire jusqu'où les camions remontent dans le nord de l'Europe, quoi. Ah, ben, alors, en fait, c'est paradoxal peut-être, mais on a une meilleure connaissance des origines, destinations, des modes massifiés, parce que forcément, il y a des plateformes à partir desquelles il y a un rayon d'influence, que des origines, destinations des camions. On a fait il y a quelques années, Géraldine le sait bien puisqu'elle avait piloté, une grande enquête origine-destination et là, on réfléchit à d'autres moyens pour bien connaître, mieux connaître cet hinterland lointain, mais il remonte clairement, enfin, en Europe de l'Est, vers les ports du Nord, ensuite avec des possibilités de connexion aussi enfin, vers le Royaume-Uni, etc. D'accord. En Donc, il nous Espagne, en reste... Italie, il y a vraiment enfin, une couverture très large. D'accord. Là, pour finir, donc toutes les questions. Alors, y a-t-il assez de barges pour atteindre cette augmentation du fluvial qui est envisagée, votre objectif? Est-ce qu'il y a assez de modes de transport de barges? Pour ce qui concerne les barges, là aujourd'hui, il y a 9 départs par semaine, avec un nouveau départ qui a été mis en place en novembre. Euh, Clairement, il y a des optimisations de remplissage que probablement les opérateurs pourront faire, mais il est possible qu'un développement, enfin, disons, plus la cale se développera, enfin, les deux sont liés, mais un D'accord. développement de cale permettra de sécuriser des intentions de transfert. Mais ça ne peut être que progressif. Et là aussi, dans un regard commun. D'accord. Les projets ferroviaires en cours de développement sont-ils financés et planifiés, notamment le terminal multimodal au Ventillon? Alors, les projets réalisés, enfin les projets, bon, il y a eu les 27 millions d'euros. Il y a effectivement des projets qui sont inscrits dans le prochain projet stratégique, des projets qui font l'objet de début de cofinancement dans le CPIER. Là, je pense à 3XL. Ventillon fait partie de cette programmation globale, mais sachant que Ventillon, on est sur des emprises qui vont relever du GPMM, connectées au réseau ferré national, puisqu'on est dans cette entrée de la zone où le réseau n'est pas à date portuaire, et où le port va faire enfin, a lancé déjà des premières publicités ça sera un opérateur qui viendra investir pour mettre en place ce terminal sur une zone euh, donc, où certains éléments d'aménagement auront pu être apportés. Donc, D'accord. les investissements aussi, oui, c'est peut-être très important à dire, les investissements publics du port et des partenaires sont aussi des leviers vers des investissements privés euh, qui, dans certains cas, sont tout aussi et bien plus importants. Donc, le terminal D'accord. de Ventillon, il y aura des investissements euh, publics, mais aussi des investissements de l'opérateur qui le développera. Très bien, c'est clair. Le terminal de Lyon est géré par CMA-CGM. Est-ce que leur volonté est d'augmenter les volumes traités en barge et via le rail et dans quelle proportion? Je ne sais pas si vous pouvez répondre à ça. Ça Alors, aussi. le terminal, je ne peux pas répondre bien sûr précisément. Ce que je peux juste dire, c'est que donc c'est un consortium effectivement qui a remporté la sous-concession du terminal à conteneurs du port Édouard Herriot, dans lequel il y a CMA, dans lequel il y a les chambres de commerce également, notamment. Et donc, dans les procédures, il y a eu des cibles de développement de volumes ferroviaires et fluviaux, mais qui là sont entre le concessionnaire, le concédant, le concessionnaire, et puis ensuite ses opérateurs. Nous ne sommes pas part au capital de Lyon-Rhône Terminal. Est-ce qu'à votre connaissance, les armateurs MSC, CMA-CGM, Merckx vont investir dans le développement du fer et du fluvial? Je pense que ce qu'on peut là aussi, je ne me risquerai pas à parler pour ces grands acteurs. Je vais juste évoquer ce qu'on constate. Donc, CMA, là, on vient de le citer, a investi dans un terminal
conteneurs avec des perspectives de développement des modes massifiés, notamment, hein, notamment. MSC se développe notamment au travers de l'acquisition de compagnies ou développement de compagnies ferroviaires. Et je crois que ces grands acteurs, donc, que sont les armateurs, ont bien souvent des cibles dans leur développement de parts de report modal. Mhm. Alors, quelqu'un, justement, faisait remarquer qu'il y a clairement un enjeu de décarbonation, mais également d'émissions de NOx et une baisse du trafic et donc d'accidents de la route, quoi. Bien sûr. C'est pour ça que quand vertueux à enfin, plusieurs ce sujets. que j'évoquais, enfin, il peut y avoir la comparaison du coût sèche, mais déjà, c'est pas suffisant. Mais globalement, c'est l'ensemble des externalités que permettent le fer et le fleuve. On agit sur la congestion, sur la consommation énergétique, La les rénovation des routes, pollutions là, on peut aller autres très que la loin. pollution globale et la sécurité. Parce qu'on n'évoque pas la sécurité, mais on est en site propre dans les deux cas. Tout à fait. Est-ce que la numérisation peut être un outil novateur complémentaire à la lutte contre le narcotrafic qui utilise beaucoup le transport maritime? La numérisation permet de la traçabilité. Donc, c'est extrêmement intéressant à tout point de vue, pour des questions de sécurité, pour des questions d'optimisation logistique, pour des questions de fluidité, éviter des saisies multiples, plus vite, évite des erreurs, etc. Donc la numérisation de chaînes logistiques, là aussi c'est une chaîne d'acteurs, comme le disait Géraldine. Quand on parle des smart gates ferroviaires, c'est bien aussi pour partager des informations qui peuvent être l'apanage du réseau et aussi l'apanage des opérateurs. Mais à un moment, ceux-ci se croisent. Et sur les aspects plus communauté numérique type CI5, là, ce sont des partages d'informations opérationnelles et de marchandises pour optimiser la chaîne. Et ce qu'il faut voir, c'est que dans tous les cas, il y a vraiment une attention très, très forte à la sécurité, enfin à la cybersécurité. Et il doit y avoir une attention très forte. D'accord, très bien. Quelqu'un reparle des problèmes de sillons qui bloquaient certains volumes transportés par le rail il y a quelques années. Est-ce qu'ils sont augmentés pour absorber les volumes maintenant? Alors attendez, j'ai pas bien entendu la question, du coup je Alors la peut-être Monsieur cherchais. Martinez, vous pouvez l'expliciter peut-être. Ah oui, j'ai la question écrite, pardon, j'avais mal entendu. Oui, c'était les sillons à l'époque ont bloqué les volumes, c'est-à-dire transportés par le fer, et je pense qu'ils ont dû débloquer des sillons pour augmenter justement la part ferroviaire. Alors, euh, ce que je pense, c'est que dans la méthode de travail, il y a des perspectives d'augmentation de capacité. Parce que maintenant, SNCF Réseau fait des plans d'exploitation de référence, en émergence autour des grands nœuds et travaille à l'échelle de plaques. Donc là, il y a une plaque Grand Sud, une plaque et donc permet d'avoir une vision qui n'est pas que localisée et qui est très important pour le fret et le fret longue distance. Et typiquement, lorsqu'on a travaillé avec SNCF Réseau sur la vision ZIP à 2040, SNCF Réseau ensuite l'injecte dans justement ces travaux sur les nœuds, que ça soit, donc nous on a travaillé avec la direction régionale PACA, mais l'injecte aussi avec leurs collègues lyonnais. Parce que nous, avec les collègues lyonnais, dans le cadre, enfin, dans des cadres divers, par exemple la réflexion sur le schéma d'aménagement d'axes, etc., on évoque les sujets de contournement ou de passage par Lyon, puisque il y a à la fois les sillons à courte distance et aussi ces sillons et le passage par les grands nœuds qui sont potentiellement congestionnés. Donc, je pense que le sujet des sillons est pris à la fois par des réflexions partagées en anticipation où le port peut faire valoir ses perspectives de développement. Très bien. Il nous reste 3 questions et on est au bout du temps, donc on va essayer de les... Enfin, pour moi, c'est important vraiment d'aller jusqu'au bout. Donc, à partir de 2029-2030, les projets Neocar, Marche et Gallia Gravity vont utiliser fortement la voie ferrée du môle central, qui n'est à ce jour pas dimensionnée pour accepter cette augmentation de trafic. Comment le GPMM et SNCF Réseau vont-ils faire pour répondre à cette demande à l'horizon 4-5 ans?
Alors, question tout à fait d'actualité. À ce stade, le GPMM et SNCF Réseau, et sous l'égide d'acteurs publics, de l'État, d'acteurs publics, travaillent justement avec ces porteurs de projets pour préciser finement les besoins et identifier les meilleures réponses à y apporter en réfléchissant en desserte globale, desserte ferroviaire et desserte routière. Donc je ne peux pas aujourd'hui vous répondre exactement à la question du comment, mais je peux vous dire qu'en termes de méthode, le sujet est complètement sur la table, parce que l'idée, c'est bien de permettre à ces nouveaux acteurs, et en particulier les acteurs qui d'emblée veulent s'appuyer sur des modes massifiés, de le permettre. Et l'idée de la réindustrialisation dans le sens de la décarbonation, ça passe aussi par des approvisionnements ou des émissions-réceptions de flux par les modes massifiés pour la part qu'ils peuvent satisfaire. Donc, je ne peux pas vous répondre avec la solution, mais je peux vous dire que c'est un sujet complètement du moment et, et tout à fait pris en charge par les acteurs concernés. Ensemble, je pense que c'est ça qui est important aussi, ensemble. D'accord. Est-ce que vous savez ce qu'il en est du développement du ferroutage au niveau français? Est-ce que c'est un avenir envisagé en France pour vous, le ferroutage? Le ferroutage, c'est la mise de camions sur train. Vous savez, il y a différents projets, des lignes qui fonctionnent et des projets qui se développent. Le port, en 2022, a eu la chance d'avoir un train test d'un opérateur d'autoroute ferroviaire, donc qui montrait que c'était possible, parce qu'il y a toujours cette question, est-ce possible, etc. Donc là, j'aurais un peu deux réponses. Pour ce qui nous concerne, le but, c'est bien de faire un pôle roulier euro-méditerranéen avec à partir des flux de remorques qu'il y a aujourd'hui et qu'on veut développer davantage. Là, il y en a d'ailleurs qui sont développés récemment. Donc, par rapport à ça, on sait que certains wagons surbaissés, convois avec des wagons surbaissés et des remorques avec une certaine taille, qui est un tout petit peu moins que 4 mètres, passent dès à présent. Mais à côté de ça, donc on a engagé un travail avec SNCF Réseau et suivi par les autres acteurs, notamment du CPER, pour voir comment on pourrait améliorer ces gabarits, pour D'accord. qu'à terme, des convois puissent passer sans demander des autorisations de transport convoi par convoi. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dès à présent, c'est possible. On sait qu'il y a un marché pour. Donc là, on l'a encore récemment réexaminé, et que pour lever les obstacles qu'il y a aujourd'hui, les difficultés les contraintes de circulation qu'il y a aujourd'hui, on a lancé des études, et donc pour aller ensuite vers des démarches plus opérationnelles pour améliorer les gabarits. Très bien. Alors, il y avait une remarque encore qui était, c'était plus une remarque là, qui disait que d'ici à 2030, CMA Terminal Holding s'est engagé au titre de son arrivée sur les terminaux conteneurs du port de Lyon à traiter 100 000 conteneurs fluviaux et 80 000 conteneurs ferroviaires par an. Et aussi un remerciement de Jean-Marc qui disait que merci pour cette très bonne présentation du port de Marseille. C'est fort dommage que nous n'ayons pas pu échanger sur nos réflexions concernant l'augmentation du rail et du fluvial à cause du manque de temps. Félicitations au port de mettre tous les moyens opérationnels et financiers avec l'État, région pour capter de nouveaux trafics et volumes. Ce sont les exportateurs, importateurs, commissionnaires de transport et transporteurs maritimes qui orientent les flux vers le port. Voilà, je crois que l'on a vu toutes les questions. Je vérifie sur la fin. Oui, bon, c'était un peu, on a un petit peu débordé. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Madame Margaille, de nous avoir éclairé sur cette action du report modal vers le fluvial et le ferroviaire en réponse à la demande des citoyens qui était, peut-on privilégier le transport ferroviaire et fluvial des marchandises? Donc, votre présentation, elle a permis de toucher du doigt toutes les difficultés, tous les investissements, la logistique, les outils nécessaires à ce changement de paradigme. Et on voit que c'est vraiment
du collectif et que c'est du coup plus long, peut-être plus difficile, mais que le jeu en vaut la chandelle. En tout cas, l'affluence aujourd'hui confirme qu'il y a beaucoup d'attentes sur ce sujet. Merci à tous. Vous avez un questionnaire satisfaction dans le chat. N'hésitez pas à le remplir, cela nous aide pour l'organisation de ces cafés-réponses. Merci à tous. Moi, je voudrais vous remercier aussi pour votre intérêt, dire que l'on continuera, enfin, lorsqu'on est sollicité, à alimenter les données là, dans le cadre des fiches du Café Réponse, et on est à disposition enfin, pour d'autres échanges, cadre à définir. Voilà. Merci, vous êtes toujours disponible. En tout cas, merci beaucoup. Et on vous prend au mot, on refera un Café Réponse en ce sens quand vous aurez avancé sur ces projets. Merci bien.